Un TikToker et sa nouvelle petite amie froidement assassinés dans un cinéma, c'est l'affaire de Anthony Barajas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire qui s'est déroulée il y a peu de temps, qui va être assez courte mais assez intéressante. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Anthony Michael Barajas, né le 9 août 2001 de ses parents Brian et Catherine Barajas, était un jeune homme dont la présence était magnétique. Ses parents savaient dès sa naissance qu'Anthony avait quelque chose de spécial. Doté d'une capacité innée à communiquer avec les autres et d'une confiance en lui remarquable pour son âge, il attirait naturellement les gens autour de lui. Au lycée, Anthony excellait tant sur le plan académique que sportif. Élève d'honneur, il était aussi un athlète exceptionnel, occupant le poste de capitaine de l'équipe de football. Mais ses talents ne s'arrêtaient pas là. Il brillait également sur scène, révélant un talent extraordinaire pour le chant et se produisant régulièrement lors des événements scolaires. En 2019, Anthony a décidé de partager son talent avec le monde en postant des vidéos sur TikTok sous le pseudonyme It's Anthony Michael. Ses vidéos de chant, ses farces et ses défis ont rapidement gagné en popularité, attirant une grosse montée d'abonnés. En l'espace de quelques années, il avait accumulé près d'1 million d'abonnés, devenant une figure emblématique de la plateforme. Le week-end du 4 juillet 2021, Anthony a rencontré Riley Goodrich, une jeune femme de 18 ans, avec qui il a immédiatement noué une connexion très spéciale. Riley, elle aussi, menait une vie accomplie. Pom-pom girl et joueuse de volleyball talentueuse, elle dirigeait également sa propre entreprise de cils et avait décroché une bourse d'études pour le programme STEM à l'université du Grand Canyon. Quelques semaines après cette rencontre, Anthony est parti en vacances à Hawaï avec ses parents, documentant chaque moment de ce voyage paradisiaque sur TikTok. À son retour, Anthony et Riley avaient prévu de se retrouver pour leur tout premier rendez-vous amoureux. Le 26 juillet, jour tant attendu de leur rendez-vous, l'excitation de Riley était palpable. Son père se souvient de sa fille, radieuse et pleine de vie, se préparant avec soin pour cette soirée très spéciale. Elle avait enfilé une belle tenue, bouclé ses cheveux et, pleine d'enthousiasme, elle était prête à passer un moment inoubliable avec son futur petit ami. Ce soir-là, Riley et Anthony sont sortis ensemble, ignorant que cette soirée marquerait un tournant tragique dans leur vie. La suite de leur histoire serait marquée par des événements que personne n'aurait pu prévoir, plongeant leur famille et amis dans une profonde tristesse et laissant derrière eux un mystère digne des plus sombres récits de True Crime. Le soir du 26 juillet 2021, Riley Goodrich et Anthony Michael Barajas, impatients de leur premier rendez-vous, se sont rendus au Regal Edwards Theatre à Corona, en Californie. Ils ont acheté 2 billets pour la projection de The Forever Purge à 21h35. Ce devait être une soirée agréable, mais elle a rapidement viré au cauchemar. Parmi les autres spectateurs, un groupe de 4 amis avait également acheté des billets pour la même séance. Parmi eux se trouvait Joseph Jimenez, un jeune homme de 20 ans. Dès le début du film, les amis de Joseph ont commencé à remarquer son comportement étrange. Il semblait agité, se parlant à lui-même en chuchotant. Vers la moitié du film, Joseph a quitté la salle et est revenu avec un sac à dos qu'il avait récupéré de sa voiture. Inquiet, l'un de ses amis lui a demandé ce que contenait le sac. Joseph a répondu de manière énigmatique qu'il y avait une sangle à l'intérieur. L'inquiétude de ses amis a augmenté à mesure que Joseph devenait de plus en plus erratique, murmurant « Je ne peux pas leur faire ça ». Redoutant que Joseph ne soit armé, ses amis ont feint de devoir aller aux toilettes, mais ont quitté le théâtre précipitamment, laissant Joseph seul dans la salle.
Le film se poursuivait, ignorant le danger imminent, lorsque Joseph s'est approché silencieusement du couple. Dans une explosion de violence inattendue, il a tiré sur Anthony dans la tête. Riley, terrifiée, a tenté de s'enfuir, mais Joseph a tourné l'arme vers elle et a tiré, la tuant sur le coup. Puis, dans un accès de panique, le jeune homme s'est enfui, abandonnant la scène du crime. Lorsque le générique de fin a commencé, les employés du cinéma sont entrés pour nettoyer la salle. Ils ont découvert avec horreur le corps sans vie de Riley et Anthony, grièvement blessés mais encore vivants. Le jeune homme avait reçu une balle dans l'œil et les secours ont immédiatement été appelés pour le transporter d'urgence à l'hôpital où il a été placé sous assistance respiratoire. La police, déterminée à retrouver le coupable, a rapidement lancé une enquête. Ils ont commencé par examiner les enregistrements des billets vendus ce soir-là, ce qui les a conduits à Joseph Jiménez. Le lendemain, après avoir vu les communiqués de presse relatant l'incident, les 3 amis de Joseph se sont rendus à la police de leur plein gré. Ils ont expliqué leurs soupçons quant à l'implication de Joseph dans la fusillade. Grâce à ces informations cruciales, la police a organisé un raid sur la maison de ce dernier. Lorsque les agents de police de Corona se sont approchés d'un homme au comportement suspect, une atmosphère de tension s'est rapidement installée. En apercevant Joseph Jiménez, les officiers ont constaté qu'il brandissait une arme de poing, ce qui a intensifié l'inquiétude ambiante. Le raid qui a suivi a permis aux enquêteurs de faire des découvertes troublantes. Un pistolet correspondant exactement au calibre de l'arme utilisée dans un homicide récent, ainsi que le portefeuille de Riley, en plus d'autres preuves décisives qui établissaient un lien entre Joseph et le crime au cinéma. Ces éléments accablants ont conduit à son arrestation immédiate sous suspicion de meurtre, de tentative de meurtre et de vol qualifié. En raison de la gravité des accusations, la caution a été fixée à 2 millions de dollars. Les preuves accumulées ont permis de l'arrêter rapidement, mettant fin à une chasse à l'homme frénétique. L'arrestation de Joseph Jiménez n'a pas seulement été un soulagement pour les familles de Riley et d'Anthony, mais aussi pour toute la communauté de savoir qu'un tueur n'était plus en liberté et qu'il avait enfin été arrêté. Encore sous le choc de cet acte de violence insensé, la communauté était plus que soulagée de savoir ce dernier avec des menottes au poignet. Alors qu'Anthony luttait pour sa vie à l'hôpital, la tragédie de cette nuit continuait de résonner dans les cœurs de ceux qui avaient connu Riley et Anthony. Leur famille, complètement dévastée, cherchait à comprendre comment une soirée qui devait être remplie de joie, remplie d'amour et de bons souvenirs, avait pu se transformer en un drame aussi terrifiant. Désormais gravé dans la mémoire collective, rappelait la fragilité de la vie et les ténèbres imprévisibles qui peuvent surgir à tout moment. La police de Corona a déclaré que l'attaque était complètement non provoquée, précisant que les victimes avaient été abattues sans aucune provocation préalable. Cette déclaration glaçante soulignait la cruauté manifeste de l'acte commis. Parmi les victimes, Anthony Barajas, un jeune homme rayonnant de vie, a tragiquement succombé à ses blessures le samedi 31 juillet 2021, après plusieurs jours passés sous assistance respiratoire. Sa famille, plongée dans une immense détresse, a trouvé un certain réconfort en apprenant qu'Anthony était un donneur d'organes enregistré, un geste qui a pu rapporter de l'espoir à d'autres familles en détresse. Peu de temps après sa mort, une veillée émouvante a été organisée devant le cinéma où s'était déroulé le drame. Les larmes des participants, accompagnées des lueurs des bougies, ont illuminé la nuit, symbolisant la douleur partagée et l'unité de la communauté. Malheureusement, la quête de justice pour la famille des victimes s'est avérée longue et éprouvante. Ce n'est qu'après 2 années de combats acharnés, en 2023, soit l'année dernière, que le procès tant attendu et la détermination de la peine ont enfin eu lieu. Suite au décès tragique d'Anthony, les accusations portées contre Joseph Jiménez ont été considérablement aggravées, incluant désormais 2 chefs d'accusation de meurtre et des circonstances spéciales, ce qui rendait Joseph passible de la peine capitale. Dans un premier temps, Joseph avait plaidé non coupable aux accusations de meurtre, se déclarant non coupable en raison de sa santé mentale. Cependant, il a finalement décidé de retirer ses plaidoyers,
acceptant de se soumettre à l'évaluation d'un juge afin de déterminer son état d'esprit au moment des faits, ce qui a eu lieu en décembre 2023. La défense de Joseph reposait sur l'argument selon lequel il n'était pas du tout en pleine possession de ses facultés lors des événements tragiques, souffrant d'une schizophrénie sévère. Son avocat, Charles Kenyon, a décrit comment la perte de sa mère, survenue 1 an auparavant, l'avait plongé dans un abîme de désespoir et de confusion. Maître Kenyon a également expliqué que Joseph entendait des voix qui l'incitaient à commettre des actes de violence, y compris celle de tuer son propre père avant que celui-ci ne puisse lui faire du mal à lui ou à ses sœurs. La défense devait ainsi prouver que Joseph était incapable de comprendre la nature de ses actes et de distinguer le bien du mal au moment de la fusillade. Le procès a été un véritable théâtre d'émotions intenses mêlant douleur, espoir et quête de vérité. La décision concernant la culpabilité et la peine de Joseph a marqué la fin d'un chapitre sombre pour la communauté de Corona, tout en amorçant un long chemin de guérison pour les familles touchées par cette tragédie. Joseph a dit que pendant le film, des voix venaient de plusieurs rangées devant lui où Riley et Anthony étaient assis, disant « Nous allons venir vous chercher les gars ». Charles Kenyon a déclaré que Joseph était mal guidé par les voix et dans le théâtre, il pensait qu'il n'avait pas le choix. Il a fait valoir que Joseph agissait par peur pour défendre ses amis et sa famille. Charles Kenyon a ajouté que Joseph ne pouvait pas discerner le bien et le mal et a déclaré ceci. Il ne reconnaît pas des choses en temps réel. Il y a des choses mises en évidence dans son cerveau qui ne sont pas là. Il entend des voix comme des fantômes. C'est une personne qui est littéralement folle. Il pense qu'il va mourir. Tous ces délires étaient 100% dus à sa schizophrénie. Nous sommes tous d'accord pour dire que la schizophrénie a causé son acte. Joseph Jiménez n'est pas une mauvaise personne, mais le fardeau juridique est ce qu'il est. Bien que Joseph ait compris la nature de ses actions, il a été tellement submergé par ses déficiences mentales que les implications morales de la fusillade lui ont échappé. Le procureur de district adjoint principal, Kevin Bisham, a vigoureusement réfuté les arguments de la défense sur pratiquement tous les points, mettant en lumière que Joseph Jiménez n'était pas dépourvu de soutien, ayant été admis à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques au cours des 11 mois précédant les tragédies. Il a souligné de manière répétée que lors des hospitalisations antérieures de Joseph pour troubles mentaux, il lui avait été expressément recommandé à chaque fois de prendre ses médicaments et de s'abstenir de toute consommation de drogue. Pourtant, selon Kevin Bisham, Joseph avait régulièrement omis de se procurer ses médicaments prescrits tout en consommant de la marijuana et de l'alcool de manière significative. Kevin Bisham a d'ailleurs déclaré ceci pendant le procès. Les instructions à chaque sortie étaient claires et constantes. Prenez vos médicaments et évitez la consommation de drogue. Pourtant, il a choisi de faire exactement le contraire. Le procureur a en effet mis en évidence que Joseph avait même documenté lui-même une grande partie de sa consommation de drogue récréative à l'aide de son téléphone portable, partageant parfois même des images de ses activités sur les réseaux sociaux. L'accusation a présenté des vidéos où l'on pouvait voir Joseph fumer du cannabis et interagir normalement avec des amis comme preuve qu'il conservait un contrôle discernable de ses actions, même en période de consommation de substances. Kevin Bisham a utilisé ces preuves pour démontrer que le jeune homme avait une conscience claire de ses actes et qu'il était capable de distinguer le bien du mal au moment des fusillades. L'accusation a fait valoir que les actions de Joseph avant et après les événements tragiques indiquaient qu'il n'était pas aux prises avec un dilemme moral ou encore dépourvu de discernement. Après les fusillades, Joseph a ressenti une conscience de culpabilité lorsqu'il a dérobé le portefeuille de Riley, fui par la sortie de secours du cinéma, couru vers sa voiture et enfreint les règles de circulation pour échapper à la police. Les procureurs ont insisté sur le fait que l'accusé savait que ses victimes étaient innocentes et qu'il n'avait aucune raison de les tuer.
Ils ont affirmé que ces actions avaient été préméditées, décidées environ 20 minutes avant leur exécution, malgré le fait que les voix qui l'avaient incité à agir s'étaient finalement tues. Kevin Bisham a conclu en soulignant que les actions méthodiques de Joseph avant et après les fusillades témoignaient de sa pleine conscience des conséquences de ses actes, ce qui contredisait catégoriquement l'argument de la défense selon lequel il aurait agi sous le coup d'une incapacité mentale à l'époque des événements. Lorsque le juge de la Cour supérieure, Timothy Ollenhorst, a pris la décision de déterminer la santé mentale de Joseph au moment des fusillades, il a clairement établi que malgré la schizophrénie dont il souffrait, Joseph n'avait pas correctement géré ses problèmes de santé mentale en ne prenant pas régulièrement ses médicaments. Le juge a pris en compte plusieurs éléments, notamment le vol du portefeuille de Riley par ce dernier après les fusillades, ainsi que des interactions apparemment normales, telles que de demander le numéro de téléphone d'une travailleuse de la concession avant la projection du film, avertir ses amis de la fusillade imminente, mais également prendre la sortie de secours et ne pas mentionner immédiatement aux autorités les voix qu'il disait entendre. Finalement, le juge a conclu que Joseph était mentalement compétent au moment où il a perpétré les meurtres des 2 adolescents. Il a donc été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, en plus d'une circonstance aggravante liée à l'utilisation personnelle d'une arme à feu ayant entraîné la mort. Lors de la phase de détermination de la peine, les familles des 2 victimes ont eu l'occasion de s'exprimer directement à Joseph, exprimant la profondeur de leur douleur et de leur perte. Catherine Barajas, la mère d'Anthony, a partagé l'impact dévastateur de la perte de son fils. Chaque nuit, je me bats pour me rappeler son souvenir au lieu de l'image de lui gisant sur le sol, saignant d'une blessure par balle que vous lui avez infligée. J.D. Barajas, la sœur d'Anthony, a décrit combien son grand frère lui manquait et comment cette tragédie avait brisé sa famille. « Je veux la justice et la paix pour ma famille. Il est temps que nous mettions cette partie derrière nous et que nous commencions à guérir complètement. » Quant à Brian Barajas, le père d'Anthony, tenant une photo de son fils, a évoqué les choix tragiques qui ont conduit à la perte de son fils. Vous avez pris la vie de 2 jeunes qui avaient un potentiel immense pour accomplir de grandes choses. Anthony rayonnait de vie et a touché tellement de personnes de manière positive. Les parents de Riley étaient de leur côté beaucoup trop dévastés pour assister au procès. Mais son grand-père, Patrick Goodrich, a pris la parole pour exprimer l'impact immense sur leur famille. En décembre dernier, c'était la première fois en 3 ans qu'il y avait un semblant de Noël dans la maison Goodrich. Ces témoignages poignants ont illustré l'énormité de la perte subie par les familles ainsi que la communauté, ainsi que leur quête de justice et de guérison après cette tragédie dévastatrice. Enfin, Joseph Jiménez, âgé de 23 ans, a pris la parole pour lui aussi exprimer ses regrets. Je veux juste dire aux familles que je suis désolé et j'aimerais ne jamais avoir fait ce que j'ai fait. Je vous distingue mes sincères condoléances. Si les choses avaient pu être différentes, j'aurais fait un choix différent. Le juge de la Cour supérieure du comté de Riverside, Timothy Ollenhorst, a transmis un dernier message poignant à la salle d'audience ainsi qu'à Joseph. Les parents ne devraient pas enterrer leurs enfants. Ce n'est pas comme ça que la vie est censée fonctionner. Le tribunal espère qu'au fond de votre âme, vous ressentirez le chagrin d'avoir pris la vie de 2 victimes innocentes. Joseph Jiménez a été condamné le 26 février 2024 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, accompagné de 50 années supplémentaires de peine à perpétuité. À la suite de cette sentence, les parents d'Anthony ont exprimé leur soulagement lors d'une déclaration à la presse. Nous sommes très heureux que cette étape soit terminée. Cela fait plus de 2 ans et demi et il est temps de clore ce chapitre, de nous concentrer sur notre fils et de perpétrer son héritage. Nous continuerons à semer des petits actes de gentillesse, un à la fois, pour faire une différence dans le monde et honorer sa mémoire. Les conséquences des meurtres ont profondément marqué la communauté. Après la tragédie, la solidarité s'est manifestée à travers des initiatives comme les pages GoFundMe créées pour Riley et Anthony, notamment afin de couvrir les frais funéraires. Les funérailles d'Anthony ont attiré 600 personnes reconnaissantes venues rendre hommage au jeune homme qui avait toujours été présent pour les autres. Sa famille a entendu des récits émouvants, illustrant comment Anthony était généreux et aidait parfois ses amis dans le besoin, tendait la main à l'enfant timide en classe, ou simplement
illuminait les journées des autres avec son sourire accueillant et chaleureux. Les parents d'Anthony ont souligné que la plus grande influence de leur fils ne se manifestait pas à travers les réseaux sociaux, mais dans la manière dont il touchait la vie des autres au quotidien, par des gestes simples mais significatifs. En mémoire d'Anthony, sa famille a créé la fondation Anthony Michael Barajas, qui a octroyé plusieurs bourses à des étudiants locaux ayant écrit des essais sur la gentillesse et l'impact transformateur des petites actions dans le monde. Chaque essai, soumis de manière anonyme, a été soigneusement examiné par la famille Barajas et le comité de la fondation. À ce jour, 24 bourses ont été attribuées, dont 4 à l'école secondaire où Anthony a fait ses études. La fondation a été non seulement une source de soutien pour la communauté, mais aussi un processus de guérison pour la famille Barajas, leur permettant de perpétuer l'esprit d'Anthony à travers des actes de bonté continus. En outre, les coéquipiers de football d'Anthony ont rendu hommage à son amour pour le sport en portant fièrement des maillots arborant le numéro 9 et son nom lors des entraînements et des matchs après sa disparition tragique. À l'extérieur du théâtre, où Anthony et Riley ont perdu la vie, des amis et des proches ont exprimé leur amour et leur deuil en écrivant des messages et en installant une silhouette grandeur nature de Riley. En souvenir de Riley, une pagaie symbolique a été organisée au large de Seal Beach où la famille et les amis ont formé un cercle de prière aspergeant l'eau pour honorer sa mémoire, sachant combien elle aimait l'océan. Les parents de Riley ont entrepris une lutte courageuse pour la sécurité dans les cinémas, plaidant pour l'installation de détecteurs de métaux afin de prévenir d'autres tragédies semblables. Riley Goodrich et Anthony Barajas, jeunes et pleins de potentiel, avaient tout l'avenir devant eux avant que leur vie ne soit brutalement interrompue lors d'un événement censé être joyeux et excitant. Leur premier rendez-vous ensemble. L'acte égoïste et malveillant de Joseph Jiménez a non seulement mis fin à 2 vies prometteuses, mais a également laissé des cicatrices indélébiles sur leur famille et la communauté. Ces actions, motivées par une indifférence totale envers la valeur de la vie humaine, ont été jugées dignes de la plus sévère condamnation. La prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, assortie de 50 années supplémentaires. La mémoire de Riley et Anthony continuera de briller à travers les actions de ceux qui les ont aimés et qui s'efforcent de transformer leur chagrin en un héritage de bonté et de compassion. Ils resteront à jamais dans les cœurs de ceux qui les connaissaient, tandis que Joseph Jiménez sera à jamais associé à l'horrible crime qu'il a commis. D'un point de vue strictement personnel, je pense que Joseph, malgré sa maladie mentale, est complètement responsable de ses actes. Il savait qu'il était malade, il savait ce que sa maladie impliquait, mais il a choisi, de son propre chef, de ne pas suivre sa médication. Il a choisi de consommer de la drogue, de l'alcool, alors que ça lui était fortement déconseillé à cause de sa maladie. Et pourtant, il a choisi de faire tout l'inverse des recommandations qui lui avaient été faites lors de ses multiples passages dans des instituts psychiatriques durant les 11 mois précédant l'attaque. Ce jeune homme a été suivi, traité, accompagné pour son trouble, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. C'est une chance qu'il avait, dont il ne s'est pas rendu compte et n'a pas saisi l'opportunité. Il aurait pu avoir, lui aussi, un bel avenir, mais il a fait ses propres choix. Des choix qui l'ont mené en prison jusqu'à la fin de ses jours pour avoir commis des actes impensables, l'assassinat de 2 jeunes personnes qui, elles, avaient un avenir brillant devant elles. C'est donc tout pour cette affaire et j'espère que celle-ci était encore inconnue pour vous. Personnellement, elle m'a énormément touché. Je trouve ça tellement horrible que ces 2 jeunes personnes qui avaient visiblement un avenir brillant devant eux ont vécu une telle tragédie alors qu'ils voulaient juste passer un petit date ensemble. Vu que cette affaire est courte, j'ai décidé de vous placer une 2e affaire que je n'avais pas pu encore mettre en ligne. Donc je vous la mets à la suite de celle-ci. Forcément, je n'aurai pas la même tenue, mais elle est aussi très intéressante puisque là encore, c'est 3 jeunes adolescents qui se sont fait froidement assassiner par un monstre qui passait par là, alors que ces 3 jeunes, eux aussi, avaient un avenir brillant qui les attendait. Donc, j'espère que vous ne connaissez pas encore cette affaire et c'est parti pour cette dernière avant de mettre fin à cette vidéo. Lors de l'après-midi ensoleillé du dimanche 4 mai 1986, Suzanne Harrison, une jeune femme de 18 ans pleine de vie et sa meilleure amie, Jenna Lee Turner, âgée de 20 ans,
avaient décidé de profiter de leur journée en se rendant au lac Hawkins. Ce lac était un lieu de prédilection pour les jeunes et ceux qui restaient jeunes de cœur dans la petite communauté soudée de Hawkins au Texas. Suzanne était une étudiante brillante et respectée. Elle avait fait partie de la société d'honneur lorsqu'elle était au lycée, ce qui souligne son engagement académique et sa réussite scolaire. Elle était décrite comme une pom-pom girl populaire et aimée de ses camarades, démontrant à la fois des talents académiques et une personnalité sociable. Elle aimait par-dessus tout les enfants et avait des aspirations dans le domaine de l'éducation, projetant probablement de poursuivre une carrière axée sur le service communautaire. Jenna était elle aussi une étudiante brillante et exemplaire. Elle avait été élue major de sa classe de fin d'études, ce qui témoigne de son intelligence et de son engagement académique. Elle était décrite comme une personne attentionnée et bienveillante, avec un penchant naturel pour le soin des autres. Ses aspirations professionnelles étaient orientées vers le domaine des soins infirmiers, montrant son désir de contribuer positivement à la société à travers une carrière axée sur le service aux autres. Comme à leur habitude, les deux jeunes femmes avaient prévu de retrouver Brian Boone, un jeune homme de 19 ans qui vivait avec son oncle à quelques pas seulement du lac. Brian était connu pour son attitude terre-à-terre et amicale envers tous, peu importe le statut social ou leur popularité. Capitaine de l'équipe de football et passionné de lecture, il était avide de connaissances à chaque occasion. Ce trio inséparable, toujours plein de joie de vivre, envisageait de passer une après-midi paisible et se prélasser sous le soleil chaud en se rafraîchissant de temps à autre dans les eaux claires du lac. Ce qu'ils ignoraient en ce jour ensoleillé, alors qu'ils rassemblaient leur matériel de plage et se dirigeaient vers le rivage, c'est que leur existence, pleine de promesses et d'espoir pour l'avenir, allait bientôt être brutalement interrompue par une vague de violence imprévisible. Ils étaient loin de se douter que leur journée de détente se transformerait en un cauchemar sanglant. À un moment donné de cette journée paisible, un inconnu est apparu et a croisé leur chemin. Ce groupe d'amis n'avait aucune idée du danger qui les guettait. Lorsque le trio n'a pas réussi à rentrer à la maison à la tombée de la nuit, leurs familles, inquiètes, sont allées les chercher. Après avoir vérifié tous les endroits familiers où Suzanne et Jenna avaient l'habitude de fréquenter sans succès, leurs proches étaient de plus en plus préoccupés. Ils avaient exprimé leurs inquiétudes aux autorités compétentes, cherchant désespérément des indices ou des témoignages qui pourraient les aider à retrouver les jeunes femmes disparues. Le lendemain de leur signalement, un membre de l'équipe d'entretien du Barnwell Mountain Park fit une découverte sinistre. Le corps nu et meurtri de Suzanne gisait parmi les buissons épais. À ses côtés, des vêtements déchirés, shorts et sous-vêtements, furent retrouvés et identifiés comme étant ceux que Jenna portait lors de sa disparition. L'autopsie révéla que Suzanne avait été soumise à une agression brutale avec de multiples fractures faciales et des blessures sur tout le corps, signe d'une violence prolongée et surtout impitoyable. Le plus troublant fut la découverte d'une culotte utilisée pour l'étrangler, marquant ainsi une mort violente et délibérée, confirmée comme homicide. Pendant que les recherches se poursuivaient intensément pour retrouver Brian et Jenna, l'angoisse grandissait parmi leurs proches. 5 jours après la découverte de Suzanne, les restes partiellement décomposés de Brian et de Jenna furent retrouvés dans un canal près d'Ore City, à plus d'une 60aine de kilomètres du paisible lac Hawkins, où leur journée avait pourtant si bien commencé. Les autopsies confirmaient que Brian et Jenna, identifiés par leur empreinte dentaire, étaient morts des suites de blessures par balle. Les médecins légistes ne pouvaient déterminer si d'autres violences avaient précédé les tirs, laissant ainsi dans l'incertitude les circonstances exactes de leur agonie. La chaleur torride du Texas avait accéléré le processus de décomposition des corps, rendant l'identification et l'analyse des preuves médico-légales particulièrement difficiles pour les enquêteurs. Des témoins oculaires ont cependant affirmé avoir vu un homme au physique imposant, les cheveux ébouriffés et couverts de tatouages distinctifs, rôder autour du lac le soir des meurtres. Parmi ces nombreux tatouages, une fleur sur la poitrine avait particulièrement attiré l'attention, identifiant cet individu comme le perdant solitaire mentionné par certains résidents locaux.
Clinton et Denise Walker, un couple qui se trouvait également près du lac cette nuit-là, se souvenaient d'avoir été abordés par cet homme aux environs de 19h30. Menaçant et complètement désespéré, il leur avait demandé de lui remettre tout leur argent. Lorsqu'il lui avait répondu honnêtement qu'il n'avait pas d'argent sur eux, il avait proféré des menaces terrifiantes. Prendre Denise en otage en échange d'argent liquide. En un geste de réflexe, Clifton avait rapidement offert une bière à l'étranger, qu'il avait acceptée sans hésitation. Apparemment satisfait de cette résolution improvisée, leur agresseur, devenu étrangement calme, s'était retiré dans sa Ford Bronco bleue et blanche, disparaissant dans le crépuscule qui descendait rapidement. Après avoir eu ce contact direct avec la personne d'intérêt dans un triple homicide, bien plus qu'il ne l'aurait jamais souhaité, le couple secoué par l'incident peut fournir aux détectives des détails précieux pour l'enquête, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule. Le mardi suivant, un patrouilleur repéra un Bronco correspondant à la description de celui conduit par l'individu suspect qui avait été vu harcelant des gens au lac le jour où Suzanne, Brian et Jenna furent assassinés. Lors de l'arrêt du véhicule, l'homme désormais appréhendé derrière le volant se présenta comme Gerald McFadden. Les tatouages visibles, notamment celui sur sa poitrine, ont confirmé aux autorités qu'ils avaient mis la main sur leur suspect clé. Il ne fallut pas longtemps aux forces de l'ordre pour découvrir que Gerald était un ancien détenu au passé plus que trouble, avec une histoire plus qu'inquiétante d'attaques contre des femmes. Arborant fièrement sa réputation comme un signe d'honneur, l'homme au comportement brut informa tous les présents qui pouvaient l'appeler par son surnom préféré, l'animal. À 38 ans, Gerald, réputé aussi féroce qu'un ours, avait commencé sa carrière criminelle dès l'âge de 18 ans en commettant un cambriolage en 1966. Ayant décroché les études dès la 3e, il semblait avoir choisi de manière précoce une vie de délinquant. En 1973, ce dernier a plaidé coupable d'avoir violé une adolescente de 14 ans l'année précédente, ainsi que d'une agression similaire contre une enseignante de collège juste avant son arrestation. Au cours de la phase de peine, un juge l'avait condamné à 15 ans de prison. Mais comme d'habitude, dans une parodie de justice qui allait devenir un motif récurrent, il a retrouvé la liberté en moins de 6 ans de prison. Gerald McFadden, qui a toujours choisi le mal plutôt que le droit chemin à chaque tournant, est rapidement retourné à ses anciennes habitudes une fois sorti de prison. En 1979, quelques semaines seulement après sa libération, il avait enlevé, violé et sodomisé une employée de bureau de 18 ans en la menaçant avec un couteau. Les détectives chargés de l'affaire des meurtres du lac Hawkins furent frappés par la ressemblance troublante entre l'attaque de 1979 et celle qui coûta la vie à Susan Harrison. Dans l'incident précédent, la victime avait miraculeusement survécu, mais les motifs et la brutalité rappelaient étrangement le mode opératoire de Gerald. Une fois de plus, l'homme fut condamné à 15 ans de prison pour cet acte de violence. Cependant, malgré son historique de crimes violents, il bénéficia d'une libération anticipée, sortant de prison après avoir purgé moins de la moitié de sa peine. Sa libération coïncida avec une période où le Texas mettait en œuvre un programme controversé de libération anticipée visant à réduire la surpopulation carcérale, même au prix de remettre en liberté des criminels notoires comme Gerald, dont le comportement violent ne montrait aucun signe d'amendement. Au moment des meurtres au lac, le criminel était encore sous surveillance conditionnelle. Surveillance entre grosses guillemets. Cette même période a également vu le retour à la société de Kenneth McDuff, un autre criminel notoire qui a semé la terreur avec une série de meurtres après sa libération. Gerald, parfois employé comme ouvrier par une compagnie de télécommunications malgré ses dettes non réglées, nia catégoriquement toute implication dans les enlèvements et meurtres de Suzanne, Brian et Jenna. Bien qu'il admette souvent camper près du lac Hawkins, il a prétendu n'avoir jamais rencontré ses victimes. S'il les avait croisées, il affirmait qu'il ne leur avait fait aucun mal et ne se souvenait même pas de les avoir vues. L'affaire était complexe et chargée de controverses, mettant en lumière les failles du système pénal et les risques associés à la libération anticipée de criminels violents. Les enquêteurs devaient démêler les faits des déclarations de Gerald,
confrontant la pression croissante de la communauté et des médias pour obtenir justice pour les victimes tragiquement disparues au lac Hawkins. Convaincus qu'ils mentaient concernant les événements, les détectives, avec l'aval du procureur de district, ont porté des accusations graves contre Gerald. Enlèvement, agression sexuelle et meurtre de Susan Harrison. Les autorités ont justifié ces accusations en se basant sur les correspondances entre les échantillons de sperme trouvés sur ses sous-vêtements et ceux prélevés sur le suspect, affirmant ainsi avoir le dossier le plus solide pour gagner le procès. Malgré les affirmations des enquêteurs sur sa culpabilité profonde, l'État a choisi de ne pas inculquer Gerald pour les meurtres de Brian et Jenna, invoquant un manque de preuves physiques, ce qui a déçu les familles des victimes. Ils ne pouvaient tout simplement pas étayer leurs convictions devant un tribunal au-delà de tout doute raisonnable. Le 9 juillet 1986, quelques semaines après son arrestation, l'accusé s'est échappé de manière spectaculaire de la garde à vue en utilisant une jeune adjointe comme bouclier humain. Une fois à l'extérieur des murs de la prison, il a contraint son otage, Rosalie Williams, âgée de 24 ans, à le conduire dans un lieu isolé où il espérait ne jamais être retrouvé. En dépit d'être contrainte de voyager avec Gerald, Rosalie a réussi à s'échapper de lui environ 28 heures plus tard. Elle a pu se libérer de son bourreau alors qu'ils étaient dans un wagon de marchandises ferroviaire où elle avait été retenue. Le lendemain matin, Gerald a été appréhendé et ramené en prison où il a été maintenu sous haute surveillance en attendant son procès. Le procès de ce dernier a débuté à l'été 1987. L'accusation a bénéficié d'une décision favorable du juge-président autorisant la présentation de preuves concernant les précédentes arrestations de l'accusé, majoritairement liées à des crimes sexuels contre des femmes. Cette décision a été évidemment un coup dur pour la défense, qui devait convaincre un jury que Gerald n'était pas un prédateur qu'il fallait éliminer de la société. L'avocat commis d'office de l'accusé a plaidé l'innocence de son client, arguant que ces méfaits passés ne devraient pas influencer le jugement de cette affaire. Il a également suggéré que la correspondance du mode opératoire de ce dernier avec le meurtre de Suzanne n'était qu'une coïncidence fortuite. De plus, le fait que Gerald fréquentait la zone où Suzanne et ses amis avaient été vus pour la dernière fois était, selon la défense, une simple coïncidence. La défense a avancé l'idée que les vrais tueurs étaient toujours en liberté et représentaient une menace imminente pour la société. Ben voyons. À l'appui de cette thèse, ils ont souligné le témoignage sous serment d'un supposé témoin oculaire qui prétendait avoir vu un individu suspect, couvert d'ecchymoses, rôdant près du lac le jour des meurtres. Malheureusement pour Gerald, personne d'autre n'avait repéré cet individu énigmatique et son existence même restait incertaine, sans que son lieu de présence ne soit jamais déterminé. Après une délibération méticuleuse de 2 semaines et demie sur les témoignages accablants, le jury a prononcé son verdict sans appel. Gerald McFadden, qui est né Jerry Walter McFadden le 21 mars 1948, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et ils ont recommandé unanimement la peine de mort pour ces crimes odieux. Pendant la phase de sentence, l'atmosphère de la salle d'audience s'est chargée d'émotions lorsque la fille adolescente du condamné s'était levée, défiant le silence pesant pour plaider en faveur de la clémence pour son père. Comparant la peine de mort à un acte barbare de meurtre cautionné par l'État, elle avait tenté, de sa voix tremblante mais déterminée, de persuader le juge et le jury de considérer l'humanité de l'homme derrière les crimes atroces. Profondément touché par la sincérité de cette plaidoirie passionnée, le juge avait manifesté une hésitation palpable avant de concéder finalement à la recommandation du jury. C'était ainsi que, en juillet 1987, la décision capitale avait été rendue. Gerald McFadden serait exécuté par injection létale. Malgré le soulagement apparent dans une partie de la communauté, les observateurs ne pouvaient s'empêcher de ressentir une douleur de sympathie envers la fille du condamné. Pourtant, les mémoires de Suzanne, dont la journée ensoleillée avait été brutalement interrompue, persistaient comme un rappel tragique de la violence des actes commis. L'individu responsable du massacre a gardé pour lui les détails sordides de ses actes, laissant aux enquêteurs la tâche de reconstituer les événements tragiques survenus dans ce coin de paradis au bord du lac. Bien que l'homme n'ait jamais clairement dit ce qui s'était passé, selon les éléments rassemblés par les autorités, Gerald, qui était armé, s'était approché du groupe alors qu'ils étaient étendus sur la plage, insouciants et heureux.
Avec la malveillance dans l'esprit et l'obscurité dans le cœur, il les a contraints à se diriger vers une zone isolée. Là, dans un acte de violence impitoyable, il a exécuté Brian et Jenna en leur tirant froidement une balle à l'arrière de la tête. Conscient du fait que ce qu'il avait en réserve pour Susan nécessiterait une certaine intimité, il l'avait conduite à Barnwell Mountain, une zone de loisirs située à une 50aine de kilomètres dans le comté voisin. Une fois sur place, il l'avait battue, violée et sodomisé l'adolescente terrifiée avant de l'étrangler à mort avec sa propre culotte. Dans une interview poignante après le verdict, le procureur Stephen Tocoli avait dépeint Gerald comme une figure terrifiante, dont les pulsions criminelles semblaient insatiables et incontrôlables. C'était un récidiviste dont l'évolution des crimes avait culminé dans le meurtre et le procureur avait maintenu que l'animal sauvage aurait continué à semer la terreur aussi longtemps que possible. Le 14 octobre 1999, après des années d'attente et l'épuisement de toutes les voies d'appel, Gerald a fait face à la justice ultime dans l'unité de Huntsville où il avait déjà passé plus d'une décennie. Ce jour-là, la mère et le frère de Susan avaient été présents pour voir celui dont les actes violents avaient irréversiblement altéré le cours de leur vie, payer le prix ultime de ces crimes abominables. Interrogé sur ses sentiments alors que les dernières minutes de sa vie s'écoulaient inexorablement, le condamné à mort avait choisi le silence. Même confronté à sa propre mort imminente, il n'avait pas exprimé de remords ou reconnu la douleur qu'il avait infligée à tant de vies. Puis, en février 2019, 2 décennies après que Gerald ait fait face à son destin, une nouvelle sinistre avait émergé. Son ADN avait été associé à une affaire non résolue à Portland, dans l'Oregon. Les détails révélaient le viol et le meurtre horrible d'Anna Marie Lafka, une jeune femme de 20 ans sur le point de se marier lorsque Gerald l'a ciblée et qui a été retrouvée dans son appartement avec un cordon électrique au cours du cou en juillet 1979. Cette découverte avait ravivé les blessures des familles endeuillées, remettant en question la nature des crimes passés de Gerald et soulevant des interrogations troublantes sur la possibilité de prévenir d'autres tragédies si son parcours criminel avait été stoppé plus tôt. Avec l'avènement de la technologie ADN encore à plusieurs années de son plein potentiel, l'auteur a réussi à éviter la capture et l'affaire a été abandonnée, oubliée par le temps. Ce n'est que lorsque les échantillons ADN de Gerald ont été finalement ajoutés à la base de données nationale que la vérité sur le meurtre d'Anna Marie a été enfin mise à jour. Ceux qui ont été laissés dans le deuil des victimes, dont la vie a été tragiquement écourtée par une rencontre fortuite avec le mal, ont pleuré non seulement pour la perte insupportable de leurs proches, mais aussi pour les futurs brillants qu'ils ne pourraient jamais voir se réaliser. Pour ceux qui connaissaient et aimaient ces âmes innocentes qui ont croisé malgré elles la route de l'assassin, aucune réparation ne pourra jamais compenser leur perte. Si l'on peut trouver un point positif dans cette histoire tragique, c'est que leur tueur a payé de sa vie pour ses crimes, rendant ainsi le monde un peu plus sûr pour tous. Gerald McFadden était connu pour son mode opératoire impliquant des enlèvements suivis de violences sexuelles et de meurtres, souvent caractérisés par une préméditation minutieuse et une brutalité significative. Il sélectionnait ses victimes en ciblant principalement des jeunes femmes vulnérables comme Susan Harrison ou encore Anna. Il utilisait probablement des stratagèmes pour attirer ses victimes ou les surprendre avant de les enlever et de les emmener dans des endroits isolés où il pensait pouvoir agir sans être découvert. Le meurtre était un aspect crucial de son mode opératoire. Il semble avoir utilisé une violence extrême pour éliminer ses victimes, probablement dans le but de dissimuler ses crimes et d'échapper à la capture. Gerald était connu pour sa capacité à éviter de se faire arrêter pendant une période prolongée, ce qui a rendu difficile pour les autorités de rassembler suffisamment de preuves pour le condamner lors de ses premiers crimes. Son évasion spectaculaire de la garde à vue, où il a utilisé une adjointe comme bouclier humain, montre son audace et sa détermination à échapper à la justice. En résumé, le mode opératoire de Gerald McFadden était caractérisé par une combinaison de préméditation, de violences sexuelles et de meurtres, avec une capacité à maintenir une façade normale tout en commettant des actes criminels extrêmement graves. En conclusion, l'histoire sombre et complexe de Gerald McFadden met en lumière les conséquences dévastatrices des actes criminels sur les vies innocentes. À travers les destins tragiques de Susan, Brian, Jenna, Anna et tant d'autres, nous sommes confrontés à la brutalité et à l'injustice de crimes
qui ont bouleversé des communautés entières. Malgré la douleur et le deuil insupportable, il y a une lueur d'espoir dans la justice rendue. Gérald a finalement été jugé et condamné pour ses crimes, apportant une forme de réparation aux familles endeuillées. Cette histoire souligne également l'importance cruciale des progrès technologiques tels que l'ADN dans la résolution des crimes non résolus et la recherche de la vérité. Enfin, elle nous rappelle la valeur précieuse de la sécurité communautaire et de la protection des innocents contre ceux qui choisissent de semer le chaos et la terreur. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, ciao.